Do you think there's anyone there just now? Yeah, I do. Who's that? What? Who's that, Janet? Pardon? Stuart Certain. Stuart Certain, and he's one of the voices. Yeah. Why do you think he comes and speaks through you? To annoy us. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans le monde du paranormal. Nous allons ensemble explorer un mystère qui va défier notre compréhension rationnelle. Une plongée dans le monde paranormal qui suscite notre fascination, mais qui titille aussi notre scepticisme. Vous allez découvrir d'événements inexplicables et qui transcendent les limites de la science conventionnelle. Et parmi l'ensemble de ces phénomènes paranormaux, il y a celui des poltergeists. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur le sujet, un des cas les plus célèbres et intrigants qui existent, celui du cas Enfield. Préparez-vous à être intrigué, peut-être même effrayé. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram si vous souhaitez me suivre, me partager une histoire qui vous est arrivée. Et si maintenant vous êtes prêts, plongeons dans l'histoire énigmatique du poltergeist d'Enfield. Dans cette vidéo, nous allons voir différentes parties concernant l'affaire d'Enfield. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'histoire en elle-même, telle qu'elle est présentée, l'histoire paranormale. Après cela, je vous présenterai divers témoignages, puis des controverses concernant l'histoire en elle-même, car étant un sujet paranormal non explicable, il en existe beaucoup. Et je conclurai par mon analyse afin de vous apporter mon point de vue sur cette affaire. Je tiens à préciser que la source principale pour la présentation de l'histoire, c'est un site internet, le site Mindshadow, que je vous invite à visiter si jamais ce type d'histoire vous intéresse. Tout commence en 1977. La famille Hudson vivait dans un quartier au nord de Londres nommé Enfield, au 284 Green Street précisément. La famille se composait de la mère, Peggy, et de ses 4 enfants. Margaret, âgée de 13 ans, Janet, âgée de 11 ans, Johnny, âgé de 10 ans, et le petit dernier, Billy, lui âgé de 7 ans. C'est dans la soirée du 31 août, à 22 h environ, que tous les événements ont commencé. Un son étrange s'est fait entendre dans la chambre qu'occupaient Johnny et sa sœur Janet. Les enfants, intrigués par ce bruit, se sont réveillés subitement. Et peu de temps après, c'est la mère de famille, Peggy, qui est entrée dans la chambre, ayant elle aussi entendu le fameux bruit. En entrant dans la chambre, elle a trouvé ses enfants assez excités. Donc Peggy a d'abord pensé que l'origine du bruit venait de ses enfants, que c'est leur agitation qui ont causé cette nuisance. C'est cette pensée tout à fait rationnelle qui lui vient à l'esprit à ce moment-là, parce que par le passé, les enfants ont déjà témoigné de choses qui les avaient dérangés, comme par exemple leur lit qui apparemment bougeait tout seul. Mais lors de cette soirée du 31 août, là les enfants affirmaient que le fameux bruit qui s'est fait entendre venait d'une chaise qui avait été déplacée d'elle-même. Peggy pensait que c'était simplement des paroles d'enfants, rien à prendre au sérieux. Peut-être que Johnny et Janet cherchaient là à attirer l'attention, à se faire remarquer. Donc Peggy ne voit là rien de très inquiétant. Elle éteint donc la lumière de la chambre de ses enfants, après les avoir recouchés, et elle ferme la porte. Mais après avoir fait quelques pas dans le couloir, elle entend un son de frottement assez léger, comme si quelqu'un traînait les pieds juste derrière elle en chaussettes. En se retournant, Peggy n'a rien vu du tout. Mais elle n'a pas eu le temps de se poser la moindre question que là, elle a entendu des coups venir de l'intérieur des murs qui se trouvaient juste à côté d'elle. Et ce n'est pas tout. Elle entend également un autre bruit, et ce bruit c'était celui d'une commode qui était déplacée juste à côté de la porte de la chambre des enfants, porte que Peggy venait de refermer. Peggy en est sûre, elle a vu le meuble se déplacer de lui-même, chose qu'elle ne comprend absolument pas parce que c'est un meuble qui a un certain poids et il est très difficile de le déplacer. Donc comment cela est-il possible que ce meuble
puisse se mouvoir sans force humaine pour accomplir ce geste. Peggy a essayé de replacer le meuble à sa place, mais c'est comme si quelqu'un se tenait de l'autre côté de celui-ci et poussait dans la direction opposée pour empêcher Peggy de redéplacer le dit meuble. C'est là que la mère de famille a compris que quelque chose n'allait pas. La frayeur s'est donc emparée de son corps et voulant protéger sa famille, elle a demandé à tout le monde de la rejoindre dans le salon. Une fois la famille rassemblée, Peggy Hudson a décidé de se rendre chez des voisins, Vic et Peggy Nottingham, pour raconter tout ce qu'il s'était passé, témoigner de tous les événements étranges que la famille avait vécu ce fameux soir. Dans un premier temps, les voisins étaient quelque peu sceptiques. Ils ont certes écouté le témoignage de Peggy, mais ils avaient du mal à y croire. Évidemment, c'est quelque chose qui peut sembler invraisemblable quand on ne le vit pas. Mais Peggy suppliant les voisins de venir eux-mêmes inspecter la maison, le couple a finalement consenti à sa demande. Vic et Peggy Nottingham ont donc inspecté minutieusement la maison afin de voir s'ils trouvaient quoi que ce soit qui pourrait expliquer tout ce qu'il s'est passé, mais ils n'ont rien trouvé de spécial et même au contraire, ils ont eux aussi assisté à des événements assez étranges. Ils ont entendu des petits coups venir de l'intérieur des murs et ce qui était assez incroyable, c'est que ces bruits semblaient les suivre. Si le couple était dans la cuisine, les coups se faisaient entendre là-bas. Si ensuite ils passaient dans une chambre, les mêmes bruits se faisaient alors entendre dans cette nouvelle pièce. Et ce que le couple a décrit, c'est qu'en fait, ce son sonnait comme si quelqu'un était prisonnier des murs de la bâtisse. Le temps a passé. Il est maintenant 23h. Tout cela s'est passé pendant la durée d'1 heure. Et Peggy, la mère de famille Hudson, ne comprenant pas quoi faire et suite à ce qu'a pu dire les voisins, prend la décision d'appeler les autorités. Une voiture de police est donc dépêchée au 284 Green Street. Une fois les policiers arrivés en face du domicile, Peggy Hudson a tout raconté. Elle a expliqué pourquoi elle avait contacté la police. Les deux officiers de police ont écouté le témoignage de la plaignante sans faire de commentaires, ils sont restés plutôt dubitatifs et ces deux figures d'autorité ont donc décidé de se rendre eux-mêmes à l'intérieur du domicile pour constater de ce qui a été raconté, mais cette fois-ci de leurs propres yeux. Et ils n'ont pas fait exception à la règle. Eux aussi ont assisté à des événements qu'ils n'ont pu expliquer. Des bruits dans les murs, des fauteuils qui glissaient sur le sol, et les policiers en sont clairement sûrs. Personne n'est responsable du mouvement de l'objet. Pas de fil qui relierait le fauteuil à quelqu'un, rien. Donc, pas de mise en scène n'a été trouvée. C'est donc vers minuit, après avoir examiné de leur côté également la maison, mais également après avoir assisté à des événements étranges, que les policiers sont partis, indiquant à Peggy Hudson que malheureusement, ils ne pouvaient rien faire. Effectivement, comment agir face à quelque chose qu'on ne peut réellement voir? Pour les policiers, le problème dont la famille Hudson est victime relève plutôt de la science. La famille Hudson se retrouve donc livrée à elle-même dans cette maison qui la terrifie. Un campement de fortune est installé dans le salon pour que la famille puisse rester rassemblée. Personne ne veut retourner à l'étage là où les événements semblent être le plus présents. Et la nuit est passée. Il n'y a pas eu d'autres événements jusqu'à ce que les premières lueurs du jour ne se montrent. Car oui, au réveil de la famille, là, d'autres événements se sont produits. Des jouets s'envolaient, ici et là, étaient projetés contre les murs. Peggy Hudson, paniquée devant ce spectacle, est retournée chercher ses voisins qui se sont eux précipités à l'intérieur du domicile et ils ont assisté au même spectacle. D'ailleurs, en entrant dans la maison, des briques de Lego ont été projetées à toute vitesse juste à côté de la porte d'entrée. Et quand un des voisins a pris une de ces briques dans sa main, elle était étrangement chaude, au point qu'il s'en est quasiment brûlé les doigts. Comme vous pouvez vous en douter, à part assister aux événements, la présence des voisins n'était pas plus utile que ça. C'était simplement pour s'assurer que la famille Hudson ne devenait pas complètement folle et qu'elle n'imaginait pas tout ce qu'il se passait. Il y avait cette nécessité d'avoir des témoins extérieurs pour s'assurer que ce qui était vécu était bel et bien vrai. Et ayant de nouveau cette confirmation, Peggy, ne pouvant même plus faire appel à la police, qui a clairement dit que tout cela n'était pas de son ressort, a décidé d'appeler un journal, le Daily Mirror, afin que son affaire soit médiatisée, afin qu'elle puisse recevoir une aide qui pourrait la sortir, elle et sa famille, de ces événements qui les tourmentent. Une personne au sein du journal, George Fallows, un journaliste,
a été assez intrigué par ce que racontait Peggy, donc il s'est rendu très rapidement au domicile de la famille. Sur place, il avait un collègue, photographe, David Thorpe, et premier constat en arrivant au 284 Green Street, c'est que la famille semblait complètement épuisée, ce qui est totalement justifiable. Victime et tourmentée par un poltergeist, la famille avait du mal à trouver le sommeil. Et à l'instar des voisins ou de la police, le journaliste et le photographe ont eux aussi été témoins d'événements inexplicables, les fameux coups qui résonnaient dans les murs. Donc plutôt convaincus par toute cette histoire de hantise du 284 Green Street, le Daily Mirror décide de contacter la Société de recherche psychique, une association de personnes spécialisées dans les enquêtes paranormales. Un groupement de personnes d'ailleurs dont il est souvent fait mention quand on s'intéresse un peu au milieu du paranormal. Sur la chaîne par exemple, j'ai à de nombreuses reprises parlé d'une personne qui faisait partie de cette société, Harry Price. Si vous êtes un ou une habituée de la chaîne, vous voyez probablement de qui je parle. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur des enquêtes paranormales où il a été impliqué, donc pour vous, cette société de recherche psychique ne vous est pas inconnue. L'association accepte d'enquêter sur la hantise de la famille Hudson et donc ils envoient un de leurs membres, Maurice Grosse, un homme qui faisait partie de la société depuis peu, qui était à la base plutôt sceptique. C'était un scientifique, un homme de science, mais l'année avant la hantise de Enfield, il avait perdu sa fille et il a lui-même assisté à des événements qu'il n'explique pas par la science, et c'est ça qui l'a convaincu que le monde paranormal était un peu plus réel qu'on ne le pense. C'était la première fois qu'il était envoyé sur une affaire, et quelle affaire il a eu à traiter. Tout de suite, après avoir mis à peine un pas dans le domicile, Maurice Grosse a senti qu'il y avait quelque chose de très étrange à propos de la demeure. Il ressentait un sentiment d'effroi, de terreur, un sentiment sûrement imposé par la famille qui vivait dans les tourments depuis maintenant quelques jours. Et c'est en interrogeant la famille Hudson, les victimes de leur propre demeure, qu'une idée est venue dans la tête de Maurice Grosse. En fait, il a demandé à la famille d'expliquer ce qu'il se passait, et au fur et à mesure des différentes descriptions, un type d'entité s'est présenté devant notre homme. Il a commencé à comprendre en fait que l'entité qui tourmentait la famille était un poltergeist. Un terme que la famille Hudson n'avait jamais entendu auparavant. Et pourtant, chaque événement correspondait à l'activité d'un poltergeist. Concrètement, un poltergeist, qu'est-ce que c'est? Ça vient de l'allemand. Poltergeist, et littéralement, en français, ça veut dire faire du bruit. J'en ai parlé dans l'iceberg du paranormal, mais pour vous la faire assez courte, on peut associer un poltergeist à un enfant. Quelqu'un qui va faire des bêtises pour se faire remarquer, mais jamais dans le but de blesser quelqu'un. Effectivement, un poltergeist jamais ne s'en prendra à un individu directement. Ça va toujours être des actions du type déplacer un objet, faire du bruit, mais propulser quelqu'un contre le mur, non. L'objectif en fait est de se faire remarquer. L'enquête de Maurice Grosse commence donc. La première étape, c'est assister aux événements, qu'il puisse voir en soi de ses propres yeux ce qu'il se trappe dans cette maison. Et il n'est clairement pas déçu. Oh, what's that? The slipper was thrown across the room, it hit Oh, the door not my one. as I was holding the door. My one. Il voit des meubles bouger, des jouets être propulsés contre les murs, il entend des sons. Vraiment, il fait face à la panoplie complète d'actions que peut faire un poltergeist. Mais justement, toutes ces observations lui permettent de se rendre compte d'une chose qui semble essentielle. Les manifestations semblent les plus virulentes, les plus nombreuses quand une personne se trouve dans la pièce. Et cette personne, c'est la petite Janet. Effectivement, quand Maurice était avec d'autres membres de la famille, il y avait quelques activités, mais c'était plutôt rare. Mais dès qu'il était avec Janet, là, il y avait beaucoup plus de choses à observer. Donc, cette observation l'a amené à penser que le poltergeist fait une fixation sur Janet, ou en tout cas qu'il est peut-être relié à elle. Et gardez bien cette information en tête parce qu'il y a un détail qui est ressorti à la toute fin de l'histoire qui est assez important. Suite à la venue un peu plus tôt des journalistes, l'affaire d'Enfield a été médiatisée et donc la télévision même s'est intéressée à la hantise que subissait la famille Hudson. Peggy a réalisé des interviews et un autre chercheur de la société dont faisait partie Maurice Grosse, assez intrigué par les différents événements, a demandé si son confrère avait besoin d'aide et Maurice a dit qu'effectivement une personne supplémentaire ne serait pas de trop. C'est donc le 12 septembre que Guy Playfair,
s'est rendue au 284 Green Street. La maison s'est transformée à ce moment-là en véritable terrain d'enquête. Il y avait des caméras, des appareils photos, des enregistreurs audio ont été installés ici et là dans la maison. De l'extérieur, elle était constamment surveillée et étonnamment, toute cette installation n'a pas fait cesser pour le moins du monde l'activité du poltergeist. C'est plutôt même l'inverse, c'est comme si tout cela l'encourageait à continuer. Mais pour le moment, à part faire des observations, aucune action concrète n'est réalisée afin de libérer la famille Hudson de cette hantise. Et pensant d'abord que le poltergeist n'est attaché qu'à la maison, Peggy et Janet ont décidé à un moment donné de prendre un peu de recul, d'aller chercher un peu de repos en allant passer une après-midi chez des voisins, essayer de souffler un peu, de retrouver du calme loin de cette maison qui les met à mal. Mais cette fameuse après-midi du 25 septembre où ils se sont rendus chez des voisins a permis d'apporter encore quelques informations à cette affaire. Le poltergeist n'était en fait pas lié à la maison, mais il semblait bel et bien lié à Janet car il avait suivi la jeune fille chez les voisins, laissant la maison sans activité. La médiatisation ne s'est pas arrêtée là, tout le quartier d'Enfield était au courant que la maison située au 284 Green Street était tentée, donc certains voisins, ne voulant pas se mêler du tout de cette affaire, ne voulant pas être touchés par peut-être le fameux poltergeist, ont décidé de prendre des distances avec la famille Hudson, d'autres leur apportaient un soutien, et ceux qui vivaient au plus proche de la maison, eux-mêmes, assistaient à des événements assez étranges, et pas dans leur demeure. En regardant par la fenêtre, ils pouvaient parfois voir des choses qui se passaient dans le 284 Green Street. Une vieille dame aux cheveux gris pouvait être aperçue à la fenêtre, des lumières fluorescentes. Donc on voit que ce cas de hantise dépasse même la maison. Et voulant faire avancer l'enquête, Guy Playfair, donc la personne qui a rejoint Maurice Grosse, a décidé de rentrer en contact avec un esprit. Peut-être qu'il y avait un message à passer qui aurait pu permettre de démêler tous les fils de la situation. Donc il a contacté Annie Shaw, une médium, et une séance de spiritisme a été organisée dans la maison. Elle s'est installée sur une chaise au milieu du salon et elle a indiqué que les entités allaient communiquer au travers d'elle. Elle a rassuré tout le monde en disant que peut-être elle pourrait avoir l'air agressive mais qu'il ne fallait surtout pas s'inquiéter. Elle était accompagnée de son mari qui a récité une prière et ensuite Annie, la médium, est rentrée dans une sorte de transe silencieuse. Peggy, la mère de famille, et sa fille Janet observaient la scène sans dire un mot et d'un coup le silence a été brisé par une voix venant de la médium qui criait « Allez-vous-en ». Après, il y a eu un rire vraiment malsain. Et c'est à ce moment-là que le mari de la médium, George, a décidé de mettre un terme immédiatement à la séance de spiritisme. C'est une fois que Annie a repris vraiment pleine possession de son esprit et de son corps, que là elle a ajouté quelques informations. Elle a dit qu'effectivement Janet semblait être le centre de l'attention de différents esprits qui étaient dans la maison. Mais ce n'est pas tout. Ces esprits voyaient le 284 Green Street comme étant leur terrain de jeu. Autre détail apporté par la médium qui pourrait permettre de mettre fin à la hantise de la demeure, c'est que toutes les entités présentes dans la maison semblent dirigées par une seule et même personne. Un fantôme également, nommé Gozer, qui était de son vivant un adepte de magie noire. Et selon la médium, si on arrivait à chasser cette présence-là, toutes les autres présences la suivraient. Donc on semble avoir ici une solution de sortie qui nous offrirait une route vers un retour à la vie normale. Donc la médium et son mari ont nettoyé les énergies dans les différentes pièces de la maison, ils ont nettoyé l'aura de Peggy et de Janet, et effectivement, après le passage de la médium, les événements paranormaux et ennuyeux se sont ralentis. Le calme ici a été un peu retrouvé. En tout cas, dans la maison. Mais sur une des personnes, ça n'a pas marché. Bien que il n'y avait plus vraiment d'événements paranormaux séparément dans les pièces de la maison, Janet, elle, était toujours victime, et de manière assez violente, des différentes entités. Ça a commencé à jouer sur son moral, sur sa santé, sur son travail à l'école, et une nuit elle s'est même réveillée en suffoquant. Elle a dit qu'elle avait vu un homme assez vieux, assis sur une chaise dans le coin de sa chambre, qui s'était levé et qui avait posé sa main sur sa bouche et sur son nez pour l'étouffer. Et c'est 2 semaines après la venue de la médium que là, les événements ont commencé à s'emparer de nouveau de la maison entière. Et ces événements étaient toujours beaucoup plus fréquents et violents quand Janet était dans les parages.
Le plus jeune des enfants, Billy, a failli y passer pendant une nuit car une grille de cheminée a été jetée sur son oreiller et fort heureusement il n'avait pas la tête posée dessus, sinon les dégâts auraient pu être désastreux. Au début, on avait certes des événements, non pas qu'ils n'étaient pas virulents, mais qui ne pouvaient pas provoquer de danger direct à la vie des occupants du 284 Green Street. Sauf qu'à partir des 2 semaines après la visite de la médium, là on a commencé à assister à des événements qui pourraient mettre en péril la vie de tout le monde. Il y a eu cette histoire avec la grille de la cheminée, il y a eu un chauffage qui s'est décroché du mur et qui a été lancé sur un des enfants. Bon, vous l'avez compris, la famille Hudson est victime de plein d'événements paranormaux et il y a même des témoins autres que la famille qui y assistent. Je vais pas vous faire le détail de tout ce qu'il s'est passé. Ce jour-là, une brique de Lego a volé, ce jour-là, c'est des bruits dans les murs. C'est pas le truc le plus intéressant, je trouve. Vous avez déjà une très bonne idée de ce qui s'est passé, je pense, avec déjà tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Je vais juste revenir sur différents événements qui ont pu se produire, qui sont assez différents dans la manière d'être de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans la vie de la famille Hudson. Par exemple, Guy Playfair a essayé de rentrer en contact à sa manière avec des esprits. Il avait laissé un bloc de papier avec un crayon pour que l'esprit puisse laisser un message, et il y avait eu un message qui disait allez-vous-en, mais sur un papier qui n'était pas issu du bloc de papier. Autre événement, Janet se retrouvait à de nombreuses reprises propulsée de son lit, elle était même parfois laissée en lévitation dans sa chambre. Des voisins assistaient à ce type d'événement, ils la voyaient passer parfois à l'horizontale devant la fenêtre ou de temps en temps à la verticale comme si elle sautait de son lit et autour d'elle se trouvaient des objets qui tournoyaient autour d'elle dans le sens horaire. Détail très intéressant, rappelez-vous, il y a un moment je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qu'il fallait garder en tête en disant que Janet semblait être l'épicentre des événements. Les chercheurs qui se sont présentés au 284 Green Street ont remarqué qu'il y avait une sorte d'ordre d'importance dans la famille. Les esprits s'en prenaient principalement à Janet, ensuite à Margaret et finalement à Peggy. Les garçons, eux, ne semblaient pas vraiment concernés par les différents événements, bien qu'ils étaient aussi quelquefois victimes. Comme ça a été le cas, comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour le petit Billy. Donc, voyant que quand même Janet semble être la principale intéressée par les événements paranormaux, des médecins l'ont analysé et il semblerait qu'effectivement, même son comportement ait été impacté par la présence des différents esprits. Elle faisait preuve d'agressivité, d'hystérie, elle avait des tendances à la violence. Donc, ce qui en est ressorti, selon les médecins, leur diagnostic était qu'en fait Janet était atteinte de schizophrénie. Peggy a donc voulu faire interner sa fille, mais elle a d'abord été refusée. Sans prise en charge, l'état de la jeune fille a empiré. Elle était concrètement, un peu comme la médium lors de la séance de spiritisme l'a été, le moyen de communication des différents esprits. Elle arrivait à parler avec des voix qui n'étaient pas la sienne. Par exemple, elle a dit lors d'une nuit « Où est Gobert ? Il vous tuera ». Il arrachera vos yeux. Et peu de temps après, sa sœur qui était présente dans la pièce sentait qu'elle était comme piquée par des épingles. Et ce qui est absolument fascinant dans cette histoire, c'est que contrairement à d'autres événements paranormaux dans d'autres lieux, là on a un enregistrement de quelque chose qui pourra nous aider à comprendre ce qu'il se tramait dans la demeure des Hudson. Janet a été filmée, donc on a une image et du son, alors qu'elle est sous l'emprise d'une entité. Does he ever say anything nice? Well, don't know really. Shall we Says- try and speak to him? No. We'll see if he'll speak to us. Yeah. Is anybody there? No. Who's there? Doctor Doctor Who? Goose Chase is here.
Un enregistrement qui, je pense vous en conviendrez, fait extrêmement froid dans le dos. Au cours de cette interview, un certain Bill Winkins s'est présenté et les enquêteurs ont fait des recherches et il se trouve qu'effectivement un certain Bill avait vécu dans la maison. Il n'avait pas connu une mort prématurée et tragique, il était décédé paisiblement dans son sommeil sur son fauteuil qu'il aimait placer initialement dans la chambre de Janet. Janet a également réalisé des dessins. Alors qu'elle était sous l'emprise de quelque chose, elle a dessiné, non pas un dessin en soi qui respire de la joie, non, elle a dessiné des choses très rapidement, comme une femme dont du sang coulait par la gorge, avec un nom en bas de la page, celui de Watson. Elle a fait d'autres dessins et à chaque fois les thèmes étaient similaires, la mort, du sang et un couteau. En parlant de couteau d'ailleurs, je vous ai dit auparavant que les événements se développaient dans la violence. Et effectivement, une des entités avait indiqué à Janet qu'il valait mieux cacher des couteaux car il pourrait y avoir un danger. La mère de famille a décidé de ne pas prendre cette alerte au sérieux et à un moment donné, Janet s'est effectivement retrouvée pourchassée par un couteau. Et en plus des événements, on va dire plutôt physiques auxquels la famille Hudson pouvait assister, une voix aussi se faisait entendre. Une voix qui a sobrement été intitulée La Voix. Elle parlait à la famille, elle les mettait en garde sur certaines choses, que ce soit sous le terme de menace, mais même sur des choses qui étaient réellement anecdotiques. Par exemple, l'un des membres de la famille, il me semble que c'était Janet, faisait un gâteau et la voix lui a dit qu'elle allait manquer de sucre. Et effectivement, elle a manqué de sucre. Donc cette voix jouait avec la famille. Est-ce qu'elle avait de réelles mauvaises intentions ou pas? C'était difficile à dire. Ce qu'elle annonçait, c'est qu'en fait, elle était bien dans la maison avec la famille et qu'elle ne voulait pas partir. Évidemment, on peut penser à de mauvaises intentions car bien qu'il y ait plusieurs entités, on ne sait pas réellement qui réalisait telle ou telle action. On sait qu'il y avait une entité du nom de Tommy qui, elle, était celle d'un petit garçon de 5 ans. On sait qu'il y avait la fameuse vieille dame avec la gorge en sang, celle qu'a dessinée Janet, et après enquête, on a appris que dans la maison, une femme avait eu une maladie qui touchait sa gorge et qui l'a fait mourir alors qu'elle dormait. Il y avait le fameux Bill et d'autres entités dont on ne savait pas grand-chose. À un moment donné, je vous ai dit que la hantise dépassait le 284 Green Street, c'est-à-dire qu'elle n'était pas cantonnée à la maison. D'une part, parce qu'il y avait la réputation de la maison qui jouait, mais aussi des personnes qui vivaient pas très loin du domicile de Hudson ont dit qu'un début d'incendie s'était déclenché sans raison. Les Hudson en ont entendu parler et il s'est produit exactement la même chose chez eux. Là, il y a une certaine dualité de pensée. D'un côté, on peut se dire que c'est les mêmes entités qui sont responsables dans les deux maisons. D'un autre côté, on pense qu'une des entités a entendu ce fait-là, ce qui s'est passé chez les voisins, et a décidé de le reproduire chez les Hudson. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs du paranormal, ceux de la Société de recherche psychique, étaient eux aussi petit à petit tourmentés par les différentes entités. Par exemple, Maurice Grosse se sentait de plus en plus fatigué, sa voiture lui en faisait voir de toutes les couleurs, chez lui il entendait des bruits, des objets disparaissaient, et donc au bout d'un moment, à force d'observation et voyant que la première intervention de médium n'a rien donné, une nouvelle intervention est demandée. C'est cette fois-ci Jerry Sherry qui se rend au 284 Green Street. Et lui affirme quelque chose que la première médium n'avait pas annoncé. Il a dit qu'en fait, Peggy, la mère de famille, et Janet étaient dans une autre vie des sœurs. Et des sœurs qui étaient tournées vers l'occultisme et la magie noire, et que lors de leur nouvelle vie, donc sous le trait de Peggy et Janet, la personnalité des deux défuntes reprenait le dessus. Donc là, on a clairement une histoire potentielle de réincarnation. Ce serait donc Peggy et Janet qui attiraient, de par leur personnalité de vie passée, toutes les entités. Le médium, à la fin de sa séance, a réalisé des interventions pour purifier les énergies. Il a posé sa main sur le front de chacun des occupants de la maison et chacun dit avoir ressenti comme une sorte de chaleur au moment de cette interaction. Et après le passage du médium, les événements se sont de nouveau calmés. Mais pour la famille, sachant que pour eux, c'est un renouvellement, genre certes ça se calme, mais ça va revenir. Et c'était bien le cas. Les voix, les événements paranormaux ont bel et bien fait leur retour à un moment donné. Vous vous demandez peut-être, vu qu'à chaque fois qu'il y a une intervention qui est censée résoudre le problème, et que les problèmes reviennent derrière, comment en fait cette histoire a pu se terminer? Eh bien à un moment donné, Janet a finalement été admise en hôpital psychiatrique. Une demande qui a été fortement appuyée par Maurice Grosse
et Guy Playfair. Ils ont fait un long exposé relatant de tout ce qu'il s'était passé dans la maison du 284 Green Street, et c'est donc à la suite de cela que Janet a été acceptée. Et quand elle a quitté le domicile, effectivement, ce que pensait Maurice Grosse vis-à-vis de la hantise, le fait que Janet était d'un côté liée avec tout cela, s'est confirmé, car oui, il y a eu une accalmie à ce moment-là. Un calme retrouvé certes, mais il y avait toujours quelques événements, ici et là, et c'est au bout de 3 mois que Janet est rentrée. Bien reposée, plutôt saine d'esprit, elle avait gagné même en maturité, elle allait concrètement très bien, ce séjour en hôpital psychiatrique lui avait fait le plus grand bien. Mais encore une fois, au retour de Janet, là, les phénomènes ont repris de plus belle. Et c'est vers la fin de l'année 1978 qu'un rédacteur d'un nouveau magazine spécialisé dans le paranormal s'est intéressé à l'affaire de Enfield et est donc venu visiter la maison. Avec lui, il y avait un jeune médium, Dono Mailing, quelqu'un qui avait déjà résolu 2 cas de poltergeist. Donc peut-être que ce cas-là, si jamais il arrive à le résoudre, deviendrait son 3e. Guy Playfair, lui, a supervisé la venue du journaliste et du médium, mais il se disait que si jamais l'intervention du médium ne donnait rien, il allait lâcher l'affaire parce que il ne pouvait concrètement rien faire, lui, en tant que personne et en tant que chercheur, et en plus, l'intervention des médiums était finalement inutile. Mais, étonnamment, après l'intervention de ce jeune médium, les manifestations paranormales se sont révélées moins fréquentes. Il y avait beaucoup plus de calme, et le calme est resté. Non pas que les manifestations ont complètement disparu, mais elles ne sont pas revenues à un certain niveau au bout d'un temps. En 1979, là, un prêtre est venu bénir la maison, et ça a été le dernier coup de marteau dans le clou de la hantise de Enfield, car à partir de là, il n'y avait absolument plus rien. Ce serait donc l'intervention commune du médium et du prêtre qui aurait permis de se débarrasser complètement de toutes les entités qui habitaient dans la maison. Ou alors peut-être que les entités, lassées de jouer avec leurs victimes, ont décidé d'aller hanter un autre endroit. C'est là que l'histoire se termine, et je voudrais conclure sur une chose vis-à-vis de l'histoire, c'est que Janet et Margaret, les 2 filles de la famille Hudson, ont fait une révélation qui, je trouve, quand je l'ai lu, explique absolument tout ce qu'il s'est passé. Alors quand je dis que ça explique absolument tout ce qui s'est passé, j'entends par là que cela explique pourquoi il y a eu une hantise. C'est une information que j'ai sciemment omis de vous transmettre au début pour que vous preniez l'histoire telle qu'elle, parce que quand on a cette information, on se dit « Ok, je comprends mieux ». Les 2 jeunes filles ont avoué que la veille du début des événements paranormaux, donc vraiment le tout début de l'histoire, elles ont joué avec une planche de Ouija. Donc de mon point de vue, vraiment, cette optique absolument paranormale, c'est Janet et Margaret qui ont ouvert quelque chose par l'intermédiaire de la planche de Ouija et qui sont en quelque sorte responsables de la hantise de leur maison et de tous les événements en soi que je vous ai racontés. C'est quelque chose qu'on a déjà vu sur la chaîne. Rappelez-vous de l'histoire de Julia qui a été traitée par les Warren. Elle aussi, un peu à l'instar de Janet et Margaret, a ouvert un portail et a invité des esprits à la côtoyer en utilisant une planche de Ouija. Parce que oui, ce n'est pas parce qu'on n'a aucun résultat lorsqu'on utilise une planche de Ouija, c'est-à-dire que personne ne nous répond ou fait bouger la goutte, qu'aucun esprit n'est présent parmi nous. Parfois, les résultats ne sont pas directement visibles. Il y a eu plusieurs interviews concernant cette affaire, notamment une interview, celle de la principale intéressée des années après, alors qu'elle était à l'âge adulte, une interview de Janet Hudson. C'est une interview qu'elle a donnée au Daily Mail à l'occasion de la sortie du film Conjuring 2, le cas Enfield, la suite du premier Conjuring qui met en avant le couple Ed et Lorraine Warren. Détail surprenant, bien que le premier Conjuring lui pouvait être assez associé à la réalité, le deuxième lui n'est que pure fiction. La base elle est bonne, une famille qui voit sa maison être hantée, mais les Warren ne sont jamais intervenus à Enfield, dans cette maison du 284 Green Street. Ils ont donné un avis à distance, mais ils n'ont jamais visité ou apporté leur aide directement à la famille Hudson, contrairement au film qui lui montre tout l'inverse. D'ailleurs, justement, cette différence entre fiction et réalité est quelque chose qui a assez agacé Janet, et au cours de cette interview, Janet a avoué une chose assez intéressante. Elle a avoué qu'elle aurait, elle et ses frères et sœurs, créé peut-être 2% des événements qui se sont produits. Pas tous, mais sur certains objets qui pouvaient se déplacer, ce genre de choses, elle dit que oui, elle était bel et bien responsable, que ce soit elle ou quelqu'un de sa famille. Elle assure néanmoins que tous les événements qu'elle a vécus sont réels. Il n'y a pas eu de grande révélation comme quoi toute l'affaire de Enfield est une énorme supercherie, non.
pour elle, bien qu'il y ait eu quelques canulars mis en place ici et là, tout était absolument réel. Elle dit d'ailleurs qu'elle ne se rendait pas nécessairement compte de ce qu'il se passait. Elle, ce qu'elle remarquait plus, c'était l'attention des médias, le fait qu'à l'école, elle soit intimidée, qu'on l'appelle la fille fantôme, ce type de harcèlement-là, plus que vraiment ce qu'il se passait dans la maison. Elle était jeune au moment des faits, ce qui peut se comprendre d'ailleurs. Le plus jeune des frères, Billy, lui, ne se préoccupait absolument pas de ce qu'il y avait dans la maison. Il était plutôt concentré à passer des bons moments, à s'amuser. Il ne réalisait absolument pas les choses. Son avis concernant la hantise de Enfield, c'est que le poltergeist se nourrissait de son énergie, que c'était une entité qui était constamment avec elle. Personnellement, ce n'est que mon avis, je respecte totalement ce qu'elle a pu dire. Je ne suis pas directement d'accord avec ce qu'elle dit, mais je développerai ça sur la partie où je vous donnerai un peu plus de choses concernant mon analyse. Janet a dit qu'après que sa mère soit décédée, il y a une autre famille qui a vécu dans la maison, qui eux n'ont rien vécu, mais qui ressentaient parfois des sensations de malaise. Comme s'il y avait une présence dans la maison, mais il n'y a rien eu de visible. Pas de meubles qui bougent, pas de signes auditifs comme des bruits dans les murs, sauf un des enfants qui lui disait entendre parfois des voix, mais comme si des personnes chuchotaient, ou en tout cas qui parlaient extrêmement bas. Par contre, c'est quand, une nuit, l'enfant de cette nouvelle famille s'est précipité dans la chambre de sa mère disant qu'un homme était rentré de nuit dans la chambre de l'enfant, que là, la famille a décidé de partir sur le champ. Ils ne sont restés que 2 mois. Donc on pourrait se dire que la hantise de Enfield, de cette maison, n'était pas finalement si terminée que ça. Après, il y a eu encore une autre famille, une famille qui est restée anonyme, qui n'a pas décidé de prendre la parole, sauf sur le fait que la mère, elle, n'a jamais dit à ses enfants ce qui s'était passé pour éviter qu'ils commencent à imaginer des choses. Ce qui peut, je pense, se comprendre. Graham Morris, un photographe qui s'est rendu sur place, a également donné son avis. Pour lui, tout est authentique, tout est réel, bien que Janet a avoué que elle et ses frères et sœurs ont été responsables de certains événements, mais pour lui, tout est concret. Il dit avoir été frappé au-dessus de son sourcil par un jouet, alors que personne n'avait lancé quoi que ce soit. Donc du point de vue de ceux qui ont vraiment vécu les choses, tout est réel. Aucune remise en question n'a été faite avec le recul, parce que ces remises en question ont déjà été réalisées quand les événements ont été vécus. Mais bien sûr, comme beaucoup d'événements paranormaux, il y a eu quelques controverses. Bien que 2 membres de la société de recherche psychique s'étaient rendus sur place et croient dur comme fer à ce qu'il s'est passé au 284 Green Street, d'autres personnes, eux, sont plutôt dubitatifs. Pour eux, si les enfants sont responsables de certains événements, pourquoi ne pourraient-ils pas être responsables de beaucoup plus d'événements qu'ils ne l'ont avoué? Certes, ils ont même été vus en train de jeter quelque chose par terre et d'accabler une entité. Peut-être que parfois la même situation se produisait, mais là, ils ont réussi à passer sous les radars. Et bien qu'il y ait cette pensée-là, on n'arrive pas réellement à expliquer, par exemple, l'enregistrement vidéo de Janet. Quoique, il faut savoir que, bien qu'on en parle beaucoup, Janet n'est pas énormément apparue au cours d'interviews dans les médias. On a essayé de la préserver ou de la rendre unique pour que chacune de ses apparitions soit incroyable, qu'on puisse la préparer à réaliser des choses qu'on pourrait qualifier de paranormales. Forcément, si ces apparitions se font rares, on ne peut se fier qu'au maigre moment où elle se dévoile. Alors que si elle apparaissait n'importe où, là on aurait peut-être pu trouver des failles. De plus, les 2 enquêteurs du paranormal prenaient beaucoup de pincettes avec la jeune fille, c'est-à-dire que quand quelqu'un d'extérieur voulait lui parler, à chaque fois on indiquait qu'il fallait être très doux, faire attention à ce qu'on disait. Vraiment, Janet était mise dans un cocon. Et les sceptiques pensent qu'en fait, les 2 enquêteurs avaient un objectif vis-à-vis de toute cette histoire. Un objectif qui n'était nul autre qu'un objectif financier, celui d'écrire un livre concernant toute la hantise et d'en tirer un maximum de bénéfices. Effectivement, si Janet ne se montre pas tant que ça, on voudra trouver les réponses dans une œuvre créée par ceux qui l'ont côtoyée au plus près, c'est-à-dire le livre. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre aussi les avis de personnes comme vous et moi, des personnes qui n'ont pas fait la recherche paranormale ou scientifique leur métier. Pour certains, c'est très banal. Des enfants qui ont voulu faire une farce qui a dépassé leur maîtrise, la farce d'enfant qui allait rentrer dans l'adolescence. Certains voient sinon l'acte d'enfant élevé par une mère célibataire qui n'était peut-être pas présente et qui cherchait simplement à attirer son attention, chose qui est aussi envisageable. Un homme lié indirectement à l'histoire remet aussi un peu en cause ce qui s'est passé, parce qu'à un moment donné, Janet, sous l'emprise d'une entité, disait que
que c'était un certain Bill et on a retrouvé le fils de ce fameux Bill. Et il a dit d'une part que la voix ne ressemblait pas du tout à celle de son père et qui plus est, il racontait que son père était quelqu'un qui était très affectueux, donc il ne comprenait pas pourquoi eh bien, cette voix qu'on associait à ce fameux Bill viendrait hanter une famille. Alors que selon la voix qui possédait Janet, le Bill s'était endormi dans son siège, là où il est mort. Il se serait réveillé au cimetière et serait retourné chez lui naturellement. C'est assez étrange. En plus, on pourrait se dire que les enfants ont trouvé dans une bibliothèque des articles de journaux relatant de divers décès, peut-être même dans leur domicile, et qu'ils ont créé toute cette histoire. Quand je dis les enfants, je parle de Janet et de Margaret, les plus âgés. Autre chose qu'on peut remettre sur la table, c'est les fameuses photos où on voit Janet dans une sorte de lévitation. On peut avoir l'impression concrètement de voir là un enfant qui a juste sauté de son lit. Et donc, le photographe serait en quelque sorte complice de la mise en scène de la famille Hudson. Il y a beaucoup alors de controverses, c'est peut-être pas le bon terme, plutôt des explications parce que là on parle d'enfants. Donc les enfants peuvent faire des choses sans mauvaises intentions et on peut trouver d'ailleurs des explications par rapport à leur comportement plutôt facilement. Après, est-ce que ça veut dire que c'est la vérité? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de vérité sans preuve. Donc tant que les personnes en question ne disent pas c'est vrai, il s'est passé ça, ça et c'est pour ça que j'ai agi de telle manière, il y aura toujours un doute qui subsiste, mais il est important de faire la balance entre l'aspect purement paranormal et l'aspect un peu plus sceptique, en apportant divers éléments pour que vous-même vous puissiez vous en faire votre propre avis. Et je vais d'ailleurs aussi vous donner, moi, mon avis sur la question, qui peut-être vous permettra de voir les choses sous un angle un peu différent. Je vais d'abord commencer par donner mon avis sur la partie sceptique. Alors, il n'y a pas de preuves réelles qui permettent de dire que cette affaire-là est un canular. Il n'y a que des théories qui permettent de nous dire que oui, tout cela est une mise en scène. Mais ce ne sont pas toujours des théories qui se basent sur des choses factuelles. Donc, est-ce qu'on peut les prendre comme ayant une valeur plus importante que l'histoire paranormale? Je suis pas sûr. Je m'explique. Dire que simplement parce que Janet et Margaret sont des enfants, elles ont tout inventé, je trouve que c'est un peu facile comme explication. Par contre, quand on me dit que les enfants se sont révélés être responsables de certains événements, évidemment, là, ça apporte du doute. C'est quelque chose de réel. Janet l'a elle-même avoué, donc là, on peut se poser des questions. Aussi, où on peut s'interroger, c'est pourquoi elle aurait avoué certaines choses, mais pas tout, si elle était effectivement responsable d'absolument tout. On pourrait se dire qu'elle ne veut pas transformer la réputation de sa famille, la faire passer pour une famille de menteurs ou de menteuses si jamais tout est amené à être dévoilé au grand jour. Je pense que c'est quelque chose qui peut jouer. Concernant les fameuses entités, alors la personne qui disait que peut-être les enfants avaient vu l'histoire un peu de la maison dans une bibliothèque, ça je ne crois pas. Je pense plutôt que les enfants auraient potentiellement entendu parler du décès du fameux Bill dans la maison. On n'a pas l'information, mais peut-être que c'était lui qui résidait là avant la famille, et donc les enfants en ont entendu parler à un moment donné de la part de la bouche des voisins. Autre chose, alors les Warren ne sont pas intervenus sur cette affaire, ça je vous l'ai dit, et pour moi ça c'est quelque chose d'assez intéressant à souligner, parce que quand on parle Warren, tout de suite, qui crie au canular, parce que les Warren sont purement impliqués dans la chose. Là c'est pas le cas, donc la source de cette histoire n'est pas, comme pour beaucoup d'autres affaires des Warren, uniquement le couple de démonologues. Là, il y a plusieurs personnes qui sont intervenues. Donc c'est vrai que sur cette partie analyse sceptique, c'est possible, il n'y a pas vraiment de preuves. On va dire que c'est probablement une solution de facilité. Sur l'analyse paranormale, bon là je pense qu'il y aura un peu plus de choses à dire. De mon point de vue, ça je l'ai déjà dit, mais Janet et Margaret sont responsables de la hantise de leur demeure. J'ai déjà dit pourquoi, l'utilisation de la planche de Ouija est le point de départ de tout ce qui s'est passé. Après, il y a l'intervention d'un poltergeist. Poltergeist dans les agissements, oui, mais est-ce que c'en est réellement un? Je n'en suis pas sûr. Je pense que l'objectif d'une des entités présentes dans la maison était de posséder quelqu'un. De ce qu'on peut avoir dans l'histoire, c'était posséder Janet. Je le rappelle encore une fois, la possession se passe en 3 étapes. Première étape, l'étape de l'infestation. C'est quand il y a des événements étranges qui se produisent, simplement pour attirer notre attention, quand on ne s'y attend pas. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que ça se produit assez rapidement par rapport à l'utilisation de la planche de Ouija. C'était le lendemain. Donc là, on a des événements un peu étranges, des bruits dans les murs, des bruits de pas qui semblent être derrière nous. Après, on a eu la phase de l'oppression, donc là où il y avait beaucoup plus d'événements auxquels on pouvait assister
visuellement, et ensuite la phase de la possession où Janet était clairement possédée. J'ai l'impression que ce n'était pas une possession permanente, c'est-à-dire que l'entité prenait le contrôle de Janet quand il en avait envie. Quelles étaient ses intentions? Je ne pense pas que c'était des intentions néfastes au point que ce soit des intentions de faire du mal à quelqu'un. Je pense que cette entité était plutôt dans l'optique de vivre au travers de Janet. Quelle était l'entité qui souhaitait absolument et qui a aussi d'ailleurs possédé Janet, c'est compliqué à dire. Parfois, une entité peut se faire passer pour d'autres types d'entités, comme par exemple un poltergeist. Un démon pourrait se faire passer pour un poltergeist, pour une hantise résiduelle, pour essayer de duper quelqu'un. C'est une possibilité. Si dans ce cas-là, c'est ce qui s'est passé, ça veut dire qu'il y a une seule entité qui s'est occupée de faire toutes les activités paranormales. Après, le truc qui est assez intéressant, c'est qu'on a des descriptions dans l'histoire de l'agissement de certaines entités. On a la description d'un poltergeist, donc on pourrait se dire qu'il y en a effectivement un dans le lot. Il y a la description de l'homme assis sur sa chaise, et là je pense plutôt qu'on aurait affaire à une hantise résiduelle. Hantise résiduelle, c'est quand on voit un fantôme et en fait il reproduit à chaque fois l'événement de sa mort si sa mort a été marquante. Rappelez-vous, il y a bien un homme qui est décédé sur sa chaise. Et Janet a bien vu un homme assis sur une chaise dans sa chambre. La fameuse voix, est-ce que c'était un démon? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire que tous les démons sont forcément malsains? J'avoue que ça, je ne saurais le dire. Si je devais avoir une autre piste plutôt que celle du démon, je pourrais me dire que cette fameuse voix qui résonne dans Janet serait en réalité ce qu'on appelle une activité intelligente. C'est un type de fantôme qui est observé assez fréquemment, qui peut se faire entendre, qui peut nous toucher, nous faire ressentir des odeurs, et généralement il s'agit d'une personne décédée. Peut-être la fameuse personne adepte de magie noire dont il était question à un moment donné et qui dirigeait un peu les autres entités. Ces fameuses activités intelligentes, et c'est là qu'elles peuvent se démarquer des démons parce que les démons ont plutôt une activité néfaste, eh bien elles peuvent être bienveillantes ou malveillantes. Et dans le cas du poltergeist d'Enfield, bien que ce ne soit pas vraiment un poltergeist, on a justement ce truc de, il y a cette entité, mais elle n'est pas nécessairement là pour faire du mal. C'est pas un fantôme qui a annoncé qu'il voulait tuer tous les membres de la famille. Donc bon, c'est assez compliqué à dire. En plus, il semblerait que ces fameuses activités intelligentes gardent la personnalité qu'elles avaient quand elles étaient vivantes. Et là, c'est concrètement ce qu'on a. Donc si je devais résumer un petit peu, alors je vais pas faire la liste de toutes les entités parce qu'il y en a sur lesquelles on a très peu d'informations. On a un poltergeist, ça semble plutôt sûr. On a l'hantise résiduelle avec le fameux Bill Wilkins, et on a l'activité intelligente avec la fameuse voix qui est l'entité dominante. Donc si on devait renommer, à mon sens évidemment, ça reste mon avis, vous êtes libre en commentaire de débattre sur ce que je dis, mais si on devait renommer vraiment cette affaire, parce qu'on l'appelle souvent le poltergeist d'Enfield, on devrait plutôt appeler ça l'activité intelligente d'Enfield, et c'est vrai que c'est peut-être moins vendeur que le terme poltergeist. Quoi qu'il en soit, cette histoire aujourd'hui est une histoire paranormale qui est considérée encore comme non résolue. On n'arrive pas à expliquer comment Janet a pu faire la fameuse voix. Quand je dis expliquer, c'est avec preuve. Bien sûr, on a des théories. C'est une histoire qui a inspiré des livres, des documentaires, le fameux film Conjuring 2 qui est basé sur l'histoire de base mais qui prend une tournure totalement différente. Est-ce que le 284 Green Street est un endroit qui va refaire parler de lui? Sachant que c'est une histoire qui date de maintenant quelques décennies, j'émets un doute, comme d'ailleurs beaucoup d'histoires paranormales aujourd'hui qui se sont passées dans les années 70-80. Aujourd'hui, bien qu'on puisse les connaître, on n'en entend plus vraiment parler, comme si une fois que le gros de l'histoire est passé, bah ça se termine. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. J'espère que ça vous a plu, que l'histoire en elle-même vous a intéressé, que la partie controverse, mon analyse, etc. vous a plu. Vous avez peut-être appris des choses. Le but de cette vidéo, c'est que vous-même, derrière votre écran, une fois que vous avez terminé de prendre en compte toutes les informations que je vous propose, vous puissiez vous en faire votre propre avis. Donc n'hésitez pas maintenant à me dire en commentaire, selon vous, est-ce que vous avez tendance à penser que c'est plutôt effectivement une véritable histoire paranormale, ou alors est-ce que il y aurait peut-être anguille sous roche, que ce serait un canular des enfants, alimenté ensuite par les deux chercheurs qui se sont rendus sur place. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, et je vous invite aussi à me dire si vous avez aimé ce contenu. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous mets également mon Instagram AkenTV juste ici si vous souhaitez me rejoindre là-bas. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était un plaisir pour moi de vous partager cette histoire. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!